Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress en date donc du 7 février 2025 déjà. Alors pour vous rappeler, on en a parlé lors du dernier billet, nous allons proposer une formation sur les options niveau 1 et en date donc du 26 au 29 avril 2025 dans un hôtel juste à proximité donc de l'aéroport Charles de Gaulle, donc toutes les facilités, voitures, bus, trains, avions. Dans cette formation de 4 jours, donc samedi, dimanche, lundi, mardi, permettant de pouvoir bénéficier donc de l'ouverture des marchés américains, puisqu'on ne traite que des marchés américains, et donc on a les flux, on a les screeners qui sont opérationnels, etc. Alors, 4 jours, 3 intervenants, Michael, José et moi-même, où effectivement, nous trois, nous couvrons quand même une population assez large en termes d'individus, en termes de façon de faire, en termes, je dirais simplement, d'utilisation. Chacun, on utilise un petit peu des choses différentes et on se complète très bien. Et ça, je dirais comme quoi c'est assez rare. On verra donc la notion des options, les calls, les puts, la signification, acheter, vendre et tout. Donc on va démocratiser cette peur qu'ont beaucoup de gens. Certains vous disent parce qu'ils ignorent les choses en disant ah ouais mais ça c'est un produit professionnel. Non, c'est également un produit qui peut être utilisé par les particuliers. Et ça on vous le dit pas parce qu'on veut pas que vous y touchiez. Les stratégies. Alors on verra les stratégies utiles parce que effectivement on va apprendre une chose, c'est que contrairement à ce qu'on fait souvent de compliquer les choses, plus c'est simple, plus on comprend et plus on réussit. Voilà, des stratégies vraiment utiles en termes de couverture, en termes d'anticipation, par exemple euh, d'un développement haussier, stagnation, et également acheter moins cher. Bon, on verra les réparations, parce qu'il y a des fois, on se fait assigner. Alors, je sais qu'à chaque fois, par rapport aux Américains, nous, à chaque fois, c'est non d'être assigné et tout. Non, il y en a qui sont heureux d'être assignés parce qu'ils ont touché au bon prix. Voilà, puis après, on peut réparer, etc. En touchant, en continuant de toucher des primes. Un stock ne permet pas de toucher des primes. Vous décaissez, vous possédez, mais c'est tout. Les options vous permettent d'encaisser des primes. Et puis le money management. Alors ça, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Je dirais que le money management sont adaptés sa position en fonction des risques marché, des risques portefeuille, c'est-à-dire votre pognon à vous, ok. Et ça, on le voit pendant ces 4 jours de formation. Et José est un expert dans ce domaine. Vous verrez également la notion de marge, la VNL, et comme quoi effectivement on a un ratio à respecter et on va adapter également ce ratio en fonction du risque marché et du risque portefeuille. Et puis nous verrons des screeners. Donc il y a des screeners qui sont gratuits. Bien entendu, le marché américain offre alors des outils incroyables que personne en Europe vous propose. Voilà. Alors, se former, oui, mais ça coûte et tout, je vais prendre là, je vais regarder tout le monde sur les chaînes YouTube, et puis voilà, je vais faire une petite recette à moi, bon, voilà, puis hop, on va sur les marchés. Bon. Alors, sachez aussi que plus vous allez rentrer sur les marchés tôt, et plus ça risque d'être rentable. Alors bien entendu, confier l'argent au banquier en vous disant ah, vous savez, il y a des frais pour rentrer. Ah bon? Ah oui, d'accord, ok. Ensuite, il y a des frais de maintien. Ah bon? Hein. Puis il y a des frais de sortie. Mais attention, pour sortir, il faut attendre un petit peu. Ah bon? Ah bon? Donc c'est pas liquide. Ah non. Mais par contre, vous savez, il y a beaucoup de frais. Et puis ils vous prennent un bon paquet de ce que eux ils gagnent. Alors, ce tableau, je l'avais présenté l'autre fois, mais je le remets en tête. Imaginez que chaque année, vous mettez 5000 dollars sur le compte de trading et que vous prenez des positions et que sur les positions que vous prenez, sans jeu de mots, le taux de croissance annuel est de 8%. Alors, si vous commencez très tôt, à l'âge de 25 ans, vous avez ici la valeur que vous aurez à l'âge de 65 ans.
Eh ben, en mettant 5 000 $ chaque année avec un taux de croissance moyenne de 8%, eh ben, à l'âge de 65 ans, vous aurez 1 million, j'arrondis, 300 000, 1 300 000 $ Bon, si par contre, bon, vous avez attendu, voilà, donc à l'âge de 50 ans, vous mettez 5 000 $ sur votre compte chaque année et taux de croissance de votre compte 8% en moyenne. Eh ben, vous aurez ici, donc si vous avez commencé à l'âge de 50 ans, vous aurez 135 000 $. J'arrondis, on n'est pas, ouais, 135 000 $. Bon. Et puis, bah, si vous commencez tard, si vous commencez par exemple à 60 ans en mettant 5 000 tous les ans et avec une croissance, c'est-à-dire que on réinjecte même donc les plus-values, etc. Donc, mais vous aurez donc à l'âge de 65 ans, si vous commencez à 60 ans, vous aurez que, j'arrondis, 29 000 $. Gardez ça en mémoire, croyez-moi. Alors, où est-ce que nous en sommes? Donc, au 7 février. Donc, ici, une petite courbe intéressante, c'est le spread qu'il y a entre donc, le taux à 10 ans et les taux à 2 ans. Et généralement, en valeur moyenne, les taux sont plus importants sur le long terme que sur le court terme. Il n'y a que quand il y a des anomalies de marché où les taux à 2 ans sont plus importants que les taux à 10 ans. Et donc là, on a ici une courbe qui devient négative. Et on voit que depuis quelque temps, il y a une reprise vers le nord et que actuellement, on est en territoire, je dirais, positif. Vous voyez, on est au-dessus du zéro. On est en territoire positif où effectivement les taux à 10 ans sont légèrement plus hauts, c'est le spread, que les taux à 2 ans. On revient dans un contexte un petit peu normal. Voilà. Et puis, parfois, il y a des anomalies inverses, c'est que les taux à 10 ans sont très chers par rapport aux taux à 2 ans. Donc ça, c'est l'inflation américaine. Donc, et ici, on est sur 5 ans. Ici, vous voyez, vous avez 2020 et ici, donc, on est à février, donc 2025. Donc, vous voyez, le taux d'inflation, même s'il existe, il n'est pas si énorme, vous voyez. On est aux alentours, donc, en dessous des 3%. Bon. Et par rapport à un moment donné, qui était vraiment très très important, je vous rappelle que ici on a eu 2022 un rebond des marchés, et puis à partir de 2022, les marchés ont commencé un petit peu à pointer vers le bas. Alors, on l'étudie, hein, c'est le put-call ratio sur les equities, et on s'aperçoit ici, nous sommes sur 2 ans, donc on est aux alentours des 0,52, qui est une valeur moyenne, donc ça veut dire qu'il y a plus d'achats de call que d'achats de put. Et on est en dessous de la moyenne mobile ici en rouge 200 et ici vous avez la moyenne mobile 50D. Donc ça veut dire que vous voyez, on est sur une tendance baissière où on achète des puts pour protéger, alors c'est un résumé simple, mais pour protéger son portefeuille. Et puis, on achète des calls parce qu'on est positif sur l'avenir donc du marché. Là aussi, c'est intéressant. Donc, c'est une comparaison entre, alors c'est deux ETF, hein, c'est VUG, donc ce sont les valeurs de croissance, et divisé par les valeurs donc value. Donc les valeurs de croissance, c'est effectivement c'est ceux qui apportent le plus de gains, c'est les valeurs de croissance, et les valeurs value, on va venir sur la value parce que on a changé de cycle économique, on vient sur de la valeur, donc ça monte pas forcément très vite, mais ça monte progressivement. Bon, et ben à un moment donné, on avait la valeur qui, puisque c'est une division, qui était plus importante que les valeurs de croissance. Donc 2023, vous voyez ici. Bon. Et puis depuis, on est reparti vers le nord. On est au-dessus donc de la moyenne mobile. Ici, je reviens, c'est la moyenne mobile 200 jours. Et on teste en permanence ici la moyenne mobile 50. Mais la direction, elle est quand même haussière. Donc, on revient sur les valeurs de croissance qui apportent du rendement. Le VIX, donc le VIX, vous voyez comme quoi
J'ai ici dessiné, donc on va le voir en grand écran, voilà. J'ai dessiné un canal donc horizontal borné sur ici 16 et ici sur 23. Bon, y a des valeurs de VIX qui sont intéressantes à étudier. On en parle avec José et puis Michael sur le niveau 2, entre autres, de nos formations, entre autres sur un indicateur de profondeur, entre autres ce qu'on appelle le skew, et on voit comme quoi il y a des choses à étudier pour savoir un petit peu les phases et les risques sur les marchés. Bon. Le VIX est faible. Donc, le VIX étant faible, il y a des stratégies comme la vente de poudre, par exemple, où on risque de se retrouver en position difficile si le VIX remonte. Et là, effectivement, on va utiliser d'autres peut-être stratégies comme le covered call. C'est pas la première fois que j'en parle, donc je dirais que c'est une saison. Bon. D'un autre côté, investir, donc prendre une position sur le VIX me semble un peu trop tôt, puisque je pense qu'il faudrait revenir sur des valeurs aux alentours des 12 pour, par exemple, prendre position sur une possibilité d'augmentation de la volatilité, donc prendre une position directe sur le VIX. Ça me semble un petit peu trop tôt. On est toujours, vous voyez, à l'intérieur de ce canal, donc horizontal. Bon. Le SPX, vous voyez, comme quoi on a mal fini. Donc, alors il y a eu effectivement des informations, des données de marché, etc. Donc, un coup ça monte, un coup ça descend. Donc, vous voyez comme quoi on a baissé quand même assez fortement sur le SP500 pour le vendredi 7 février. Bon. Par contre, au niveau de la tendance, on voit comme quoi on est au-dessus de la moyenne mobile ici en noir. On est au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Et la 50 jours est au bien au-dessus de la 200 jours. Et là, par rapport à mon fil conducteur, vous voyez comme quoi on vient de clôturer sous la moyenne mobile 10 jours. Alors c'est mon fil conducteur à moi. Chacun fait comme il veut. Moi, j'utilise énormément la 10 jours. Si on regarde, nous devons toujours avoir une vision longue. On vous apprend ça. C'est regarder donc la tendance de fond. Là, la tendance en weekly, on voit que le SP500 est quand même très écarté. Alors, il y a des périodes où on revient tester, hein, mais on est quand même très écarté de la 50 semaines. Et là, en semaine, vous voyez comme quoi on a une autre vision, on clôture au-dessus, on le voit bien, on clôture au-dessus de la moyenne mobile ici, 10 semaines. Bon. Alors, et puis on a quand même pas mal de volume ici. Bon. Alors, bien entendu, il faut toujours rester prudent. Ici, on n'a pas de nouveau clôturé en weekly au-dessus donc de ce niveau. Bon. Alors, le Nasdaq 100 qui est également à suivre à travers donc NDX, même chose, même topo. Vous voyez, on est au-dessus de la 50. On vient juste de clôturer donc ici en daily sur la moyenne mobile, mon fil conducteur, donc la moyenne mobile 10 jours et la tendance entre ici avec la SMA 200. Bon, bah, si vous voulez, on voit tout de suite que la tendance est positive, donc elle est haussière. Même chose, même punition. Nous allons regarder en weekly. En weekly, voilà, eh ben, vous voyez, on a deux bougies vertes consécutives. On a clôturé le 7 au-dessus de mon fil conducteur, la moyenne mobile 10 semaines, et la tendance, vous voyez, elle est quand même extrêmement positive. Bon. Et ici, on voit bien là 50. Et si on regarde sur le long terme, on va se mettre ici, voilà, on se met en régulier, auto-fit, voilà, et on voit bien la tendance qui est bonne. Ici, c'est la dernière fois, vous voyez, c'est en août 2024 qu'on est venu tester la 50 semaines. Alors, tout le monde en parle, c'est ce qui a tiré les marchés quand même un paquet de temps, et entre autres en 2024, ce sont ce qu'on appelle les Magnificent Seven. Bon, et donc cette semaine, effectivement, eh ben, on retrace, vous voyez, on revient tester les 54-31. Bon, parce que je vous rappelle que
MAGS est un ETF. Donc, on peut traiter à travers les options, pour ceux qui ont un compte européen, on peut traiter avec les options des ETF américains. Bon, même en se faisant assigner, c'est-à-dire se retrouver avec des paquets de 100 shares, 100 actions de MAGS, si on joue une stratégie donc pour acquérir avec une prime donc cet ETF. Alors pour l'instant, vous voyez comme quoi on est au-dessus du niveau 53, 40, j'arrondis. On risque peut-être de revenir tester cette partie-là. Quoi qu'il en soit, actuellement, on a clôturé sous la moyenne mobile 50. Bon, alors il faut regarder le RSI et le MACD. Bon, le MACD, on peut pas dire comme quoi il soit dans la bonne direction, mais faites toujours attention. Donc, aux indicateurs. Parfois, ils sont trompeurs, impression comme quoi on retombe dans un cycle négatif parce que ici, le MACD, il est sous la ligne de signal, etc. Mais bon, voilà, et on s'approche des zéros. Mais bon, pour l'instant, il faut faire comme on l'a fait précédemment, regarder en weekly. Et en weekly, vous voyez comme quoi on finit avec une bougie particulière et là on clôture la semaine sous la précédente bougie et en dessous du niveau 50, c'est-à-dire 50% du corps. Bon, alors on verra dans les prochaines semaines, etc., etc. Alors, une chose aussi à suivre, c'est SMH, donc les semi-conducteurs, donc je travaille toujours avec les ETF parce que vous avez SOX, SOX, qui est un indice, de Philadelphie sur donc les semi-conducteurs. Mais bon, l'avantage de SMH, c'est qu'on peut traiter directement avec les options. Donc pour l'instant, il y a un niveau qu'il faut suivre. Alors c'est mon niveau à moi, hein, chacun fait comme il veut, mais là vous avez un niveau de support qui tient jusqu'à présent à 235 $. Je vous rappelle que ce sont toujours des niveaux et c'est pas à la virgule près. Bon, donc là, ce niveau jusqu'à présent a toujours tenu. On clôture sous la 50D, puisque je suis en daily ici. Bon, et on clôture sur la moyenne mobile 200 jours, ici en rouge. Donc attention, attention. Et puis là, on a eu un beau gap baissier, donc dû à la semaine dernière, avec ce qui s'est passé avec la société chinoise qui veut concurrencer ChatGPT. Enfin bon, voilà, tout ce qui est donc intelligence artificielle. Alors, concernant ce qui s'est passé cette semaine, on a ici une ventilation par la capitalisation et on voit que cette semaine, ce sont les nanos. Alors les nanos, ce sont des sociétés en dessous de 50 millions de capitalisation, mais il y a des sociétés qui ont profité de cette semaine pour finir en beauté avec un pourcentage positif. On a les nanos, les micros, les small et un peu les larges. Par contre, les middle, qui font partie du Russell 2000, bon, beaucoup moins. On est sur rangé par capitalisation. Donc, capitalisation, si on voit sur Overview, voilà, s'il veut bien, voilà. On a ici la première capitalisation à la clôture, donc le 7. On a Apple, le deuxième, c'est Nvidia. Bon. Et puis, juste, on va regarder un petit critère alors juste voir la performance. Donc tout ça, vous voyez, on est généreux, on vous apporte quand même des outils. Alors les outils existent, mais bon là c'est pareil, c'est un savoir-faire qu'on vous transmet et gracieusement à travers cette vidéo gratuite. Donc ici on a la performance, donc toujours rangée par capitalisation. Donc depuis le début d'année, vous voyez comme quoi Apple a fortement baissé. Vous voyez que depuis le début d'année, on a Apple qui est baissier, on a également Nvidia, on a également donc donc Microsoft, excusez-moi, et puis Amazon, vous voyez comme quoi il progresse depuis le début d'année et cette semaine il a fortement baissé. Par contre sur un mois, on a une performance qui est positive et sur 3 mois, une performance qui est positive. Sur 6 mois, quand même pas mal, plus de 41% si j'arrondis.
donc, et performance sur un an. Bon. Alors, bien entendu, vous avez également, donc, dans ces sociétés, vous avez parfois des choses à regarder. C'est-à-dire que pour savoir si c'est un peu aberrant, alors il y a des fois où il n'y a aucune correspondance entre la réaction du cours et on va dire le tableau de bord qui consiste à comparer des chiffres, etc., etc. Donc il y a des prix, vous voyez par exemple ici, c'est le prix par rapport aux ventes, le price to sale. Donc on voit comme quoi on a des aberrations, vous voyez comme quoi on a 28, c'est-à-dire que grosso modo la différence entre le cours et donc qu'on multiplie par le nombre de shares et divisé par donc la vente, bah vous voyez comme quoi on a un ratio ici de 28 alors que pour Apple le ratio est plus petit. Et plus le ratio est important et plus le risque peut être important parce qu'on peut profiter d'une hausse, mais effectivement, si à un moment donné on estime que le prix du cours est bien trop supérieur que par rapport aux ventes, et surtout si les ventes baissent, ok, parce que bon, il y a une incertitude hein, quand même actuellement. Hein. Le pouvoir américain, bon, effectivement, l'inflation a tendance à baisser, comme on l'a vu, mais c'est pas gagné d'avance. Si l'inflation remonte, eh ben, peut-être que les ventes vont baisser aussi, hein. Allez savoir. Donc, vous voyez, Meta, on est sur des valeurs hein, beaucoup plus basses, ok. Par contre, on a ici, c'est le Berkshire Hathaway, donc le fonds géré par Warren Buffett, et vous voyez comme quoi on est sur des valeurs quand même qui sont pas débiles. Alors, tout le monde en a parlé cette semaine, c'est Palantir, avec toujours hein, l'intelligence artificielle, etc. C'est un possible. Donc vous voyez comme quoi Palantir ici, vous avez un price to sell de 88. Alors si on regarde, vous voyez, on va venir ici, PLTR, donc Palantir. Voilà, alors déjà, on va mettre, voilà, tac. On va avoir ici donc le RSI, ici le MACD bien connu. Vous voyez, on a un beau gap haussier. Tout le monde s'est précipité là-dessus. Le jeudi 6, voilà, tout le monde a voulu acheter. Bon, ok, vous avez les volumes ici. Bon, et si on regarde la tendance en weekly, alors regardez un petit peu en weekly ce que ça donne, quoi. Bon, alors, bien entendu, il y a toujours l'exubérance des marchés, hein, donc l'espoir du gain. Bon. Mais il faut rester toujours les deux pieds sur terre, c'est un bon conseil. Et là, effectivement, bon, pour venir intervenir maintenant là-dessus, ah, non, et même sur une stratégie, hein, je reviens ici en daily, sur une stratégie par exemple, qu'on voit, qu'on étudie de fond en comble pendant la formation, sont ce qu'on appelle des covered calls. Mais covered calls, là, il aurait fallu acheter bien avant et vendre des calls. Donc, mais là, je dirais que c'est franchement trop tard. Voilà. On aurait détecté par exemple le rebond sur la 50, on aurait acheté par exemple des stocks par paquet de 100. Alors il faut avoir le budget, hein, 100 fois, vous voyez, hein, si je l'avais acheté ici, 70, ça fait 700, ça fait 7000. Pour 100 actions, il faut que je décaisse 7000 $. Alors il faut avoir bien entendu, si vous avez un compte à 5000 $ chez votre broker, c'est même pas la peine d'y aller, vous voyez. Bon. Donc ça, vous voyez, un excès, on voit l'excès également hein, d'un point de vue financier, donc le price to sell. Alors, au niveau des cycles économiques, donc là, on a réellement la roue sectorielle, et on s'aperçoit que sur 6 mois, parce que je suis rangé sur 6 mois, tous les secteurs sont positifs. Alors, on peut baisser, on peut légèrement baisser, comme les financières, ok. Bon, les financières qui, depuis 6 mois, sont sur des niveaux de plus haut de 6 mois. Bon. Ici, la technologie, bon, qui est un peu baissière, mais en tous les cas, depuis 6 mois, on a 18%. Et puis le petit dernier ici, la santé, qui est quand même positif. Alors on s'approche de zéro, soit,
mais il est pas négatif. Et donc, il y a des études qui vous disent que quand les secteurs de la roue sectorielle sont tous positifs sur 6 mois, il ne faut pas s'inquiéter tout de suite. Voilà. Mais on n'est pas à l'abri d'un signe noir. Mais en tous les cas, pour l'instant, si on regarde ça, je dirais non. Alors, et pour finir en beauté, je vous ai mis un screener ici. Ce sont tout ce qui est une activité d'option anormale. C'est-à-dire qu'une activité anormale, c'est la détection sur les volumes, sur les options, donc qui peuvent des calls ou des puts. Donc c'est pour ça qu'on va voir, grosso modo, à quoi ça peut correspondre. Exemple, on prend, bah tiens, Palantir, vous voyez, PLTR, même chose, vous voyez. Donc le cours actuellement, il est à 110 $, 111, allez, on va être précis, 111 $. Bon. Et puis, vous avez des gens qui ont acheté certainement, puisque ce sont des calls, donc ils ont certainement soit vendu, mais je pense que là, ils ont acheté des calls 120 $, donc ce sont des hors de la monnaie, on est hors dehors de la monnaie, sur une échéance du 17 juin 2027, alors là, c'est vraiment du LIPS, hein, c'est du long terme, on voit ça aussi pendant les formations, sur des options très long terme. Donc vous êtes à 859 jours, je répète, 859 jours donc de l'expiration. Bon, alors là, effectivement, ce sont des contrats qui valent, mais ça vaut moins cher que si vous achetez PLTR direct. Et on a des volumes anormaux sur donc vendredi, enfin en tous les cas sur vendredi, à la clôture de vendredi. Alors, on voit ça, hein, c'est le delta, la volatilité implicite, on voit ça pendant les formations, la volatilité implicite est une projection sur un an d'un écart où le cours de PLTR donc peut se situer. Bon, on voit ça pendant les formations et on voit ça d'une façon extrêmement fine sur le niveau 2 qu'on fera peut-être pour la fin d'année, donc sur les options. Alors, chose intéressante, c'est que quand vous voyez ça, donc ce sont certainement des acheteurs de très long terme sur PLTR avec un strike en dehors de la monnaie parce qu'ils pensent que la société va continuer de monter, donc on achète moins cher parce qu'on est en dehors de la monnaie, c'est-à-dire que le prix du cours est sous le strike. Bon, surtout pour un call. Donc là, ils achètent à moindre frais que s'ils avaient acheté à la monnaie. Certains pratiquent ça. Bon, effectivement, on peut être joueur et tout. Donc là, si on achète un contrat, on va décaisser donc le 4000 dernier prix, on va décaisser 4350 pour avoir un droit de posséder 100 actions Palantir qui cotent actuellement 110 $ 85. Donc si j'achète 100 actions PLTR, ben là ça me coûterait donc 11 085 $ par paquet de 100 shares, hein, bien entendu. Et puis on voit comme quoi vous avez des gens qui, pour l'échéance du 15 juin, excusez-moi, 15 janvier 2027, c'est encore un LIPS, un long terme. Donc là, vous voyez, pratiquement, on est pratiquement à 2 ans là, hein, ok. Et ils achètent ici, donc ils ont certainement, je pense, acheté long terme un put 150 alors que le cours coûte 361,62. Alors pourquoi ils achètent certainement un put? Parce que s'ils devaient vendre des puts actuellement, vu la volatilité, bon, elle est un peu importante, mais les primes sont, voilà, c'est vendre sur 2 ans, par exemple, des puts. Pour moi, c'est un peu risqué. Et deuxièmement, il vaut mieux vendre sur du plus court terme. Par contre, quand on achète, par exemple, un put, on achète une assurance. Et on le voit que contrairement à un ordre stop que tout le monde utilise sur des actions, l'avantage d'un achat de put long terme, c'est une garantie que de toute manière, votre perte, elle est connue. Vous pourrez toujours acheter un put pour vendre
toutes les actions que vous avez Tesla à 150 $. Alors là, oui, on est en train un petit peu de dégrossir et tout, etc. Mais on voit qu'il y a des stratégies différentes et qui dépendent un petit peu du contexte marché. Donc là, je pense, vu le volume, 4000 sont des gens qui ont couvert leur portefeuille. C'est-à-dire au cas où on va décaisser, oui, soit beaucoup, mais là c'est sur 2 ans, pour pouvoir protéger sa position sur Tesla, qui actuellement est à 361 $. Donc si on regarde, vous voyez, Tesla, TSLA, voilà. Donc je reviens, vous voyez, Tesla 150 en termes de put, et le cours il est à 361. Donc 361, 150, vous voyez, on va se mettre là parce que c'est du gestion long terme, donc c'est pas la peine de regarder ça en weekly, en daily, mais en weekly. Et là, vous avez, hein, on va regarder en pleine échelle, voilà, je vais venir ici, voilà. Et vous voyez que 150 $, on doit être en régular, voilà. 150 $, vous voyez, on est ici, ok. Donc ça veut dire que certaines personnes peuvent penser qu'il y a un risque que Tesla revienne tester ce niveau charnière des 150 $ ou aux alentours, hein, parce qu'on a une pointe en bas et puis là on a un canal, hein, on a ici un flag et puis on vient tester ici, donc on est aux alentours des 140 $, j'arrondis, et puis là on est aux alentours des 156. Donc peut-être que si on projette sur 2 ans, peut-être que Tesla a une probabilité de revenir tester les 150. Et si, pour protéger ma position, j'achète une garantie, comme vous achetez une garantie sur votre voiture, en décaissant une prime d'assurance pour dire si jamais ma voiture est cassée, elle sera remboursée. Elle ne sera pas remboursée au prix neuf, mais elle sera remboursée. Ben là, c'est la même chose, c'est que dans la gestion de votre perte, vous êtes certain, parce que c'est un contrat, que si vous achetez un put, donc janvier 2027, 150, c'est que le cours, il soit en dessous de 150, vous serez certain de pouvoir revendre Tesla à 150 $. Voilà, tout simplement. Et ben en tous les cas, on a vu quand même pas mal de choses. N'hésitez pas à liker la vidéo, de poster un commentaire. Et puis en tous les cas, Michael vous mettra sous la vidéo le lien pour avoir des informations sur cette formation qui se tiendra fin avril et également pour vous inscrire. Nous vous souhaitons une très bonne semaine de trading et on vous dit à bientôt. Au revoir les amis.